They call him Silence because wherever he goes, the silence of death follows. Talk radio! It's the last neighborhood in town. People just don't talk to each other anymore. Let's go to the first caller. I don't know my way home. That's okay. I don't either. The day will come for you, Barry. And there will be a reckoning. Yeah, top spot. And I'm just one punch away. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore. Bonjour et bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle troisième édition. Nouvelle troisième édition du 7e Antiquaire. Le 7e Antiquaire, une émission consacrée 100% au cinéma. Plus vieux que 20 ans. Donc, en fait, pour les nouveaux adeptes de l'émission, car vous serez sans doute des adeptes dans très peu, je discute une fois par semaine, durant 30 minutes, d'un film classique qui date maintenant de 1987 en reculant. Donc, c'est un peu une rétrospective de films oubliés ou pas considérés à leur juste valeur, en fait. Donc, une belle initiative à essayer de redorer le blason du cinéma que l'on oublie si facilement. Aujourd'hui, au 7e Antiquaire, un retour à ma première émission. Oui, je me suis dit que je me ferais plaisir avec cette nouvelle saison. On retourne un an dans le passé avec The Wicker Man de 1973, film réalisé par Robin Hardy, écrit par Anthony Shaffer, mettant en vedette Edward Woodward et Christopher Lee, deux très grands acteurs. Donc aujourd'hui, on parle de cet excellent film produit par la Hammer, distribué par la Hammer, pardonnez-moi. Aujourd'hui, on parle de The Wicker Man, de Robin Hardy, en quelque sorte un film qui parle, disons, la thématique principale et sur le paganisme, les vieilles pratiques, l'ancienne religion et toutes les divinités de la nature et ainsi de suite. En quelque sorte, qu'est-ce que c'est l'histoire brièvement de The Wicker Man? Un inspecteur de police britannique de Londres, un homme qui s'appelle Sergent Howie, est envoyé sur une petite île recluse près de l'Écosse qui s'appelle The Summer Isle, qui est une référence directement aux Summer Isles, les îles de l'été près de l'Écosse. C'est des îles extrêmement fertiles, principalement à cause du Gulf Stream, un endroit qui est reconnu pour son exportation de pommes en Angleterre. Donc, cet homme est envoyé poursuivre une investigation à cause de la disparition d'une jeune fille, Rowan Morrison, une jeune fille de disons 8 à 10 ans qui disparaît sur l'île, et lui doit aller investiguer cette disparition. En fait, une fois arrivé sur l'île, les villageois ne sont pas non coopérants, mais en fait, ils nient complètement l'existence de cette jeune fille. Donc, l'inspecteur Howie doit, de toutes ses forces, à coup de manipulation et à coup d'inspection, trouver le mystère de cette jeune fille disparue. Durant son investigation, il rencontre les villageois, dont 3 femmes, une jouée par Britt Ekland, qui joue Willow, une femme qui s'appelle Miss Rose, qui est jouée par Diane Cilento, je crois, une italienne, et aussi une actrice polonaise, Ingrid Pitt, qui joue la librarienne, disons, la femme qui s'occupe des livres et aussi des archives du village. On a en tout et pour tout un espèce de panorama d'un homme qui tombe dans une civilisation païenne. Donc la prémisse du film était beaucoup la prémisse originale de l'écriture du scénario était de faire une investigation par rapport à la nature du sacrifice. Qu'est-ce que c'est le sacrifice dans des sociétés qui sont tout régies par les anciennes lois, les vieux dieux, et ainsi de suite. Sur l'île, on rencontre aussi le personnage qui est joué par Sir Christopher Lee, le personnage du Lord Summerisle, qui est le maître de l'île. En fait, il est l'arrière-petit-fils de l'homme qui a acheté l'île et qui a décidé d'imposer, en quelque sorte, ou d'installer les croyances païennes sur cette île-là pour encourager l'agriculture. Donc, c'est en faisant des sacrifices au dieu soleil et au dieu lune et ainsi de suite que l'on garde les récoltes fécondes. C'est très, très, très bien démontré dans le film. Mais il faut aussi vraiment opérer une distance par rapport à culturellement comment nous on conçoit ça. C'est une île complète et tous les habitants opèrent sous ces vieux mythes-là.
En quelque sorte, c'est une des grandes forces et c'est une des grandes fascinations qui vient avec un film tel Wicker Man, c'est son investigation dans tous les mythes et les rituels païens de l'Écosse païenne, en fait. Le film est considéré comme un drame d'horreur avec du mystère, mais il est aussi considéré en quelque sorte un musical. Beaucoup de personnes, en lisant le scénario originalement, pensaient qu'il faisait un mélodrame très ordinaire. La recherche qui a été faite pour le film a fait en sorte qu'il y a beaucoup d'intégration de musique qui a été mise dans le film. C'est des intégrations de musique traditionnelle, des chants traditionnels écossais. Et ça fait en sorte qu'on a énormément de chansons dedans. On a des moments où est-ce que tous les personnages sont en train de faire un rituel, chanter et tout. Et on a beaucoup de coupures dans le film qui fait en sorte qu'on pourrait probablement le considérer comme un musical, mais qui, je ne crois pas, était là. Ben, c'était en quelque sorte une des intentions du film, mais il était beaucoup plus question de faire un panorama de cette culture-là. Anthony Shaffer, l'homme qui a écrit le film, a fait énormément de recherches dans les cultes, dans les rituels, aussi dans les artefacts. On voit le Wicker Man étant un artefact par lui-même. On a aussi une explication du lièvre sacrificiel qu'on voit dedans. On a aussi le Hand of Glory, qui est la main d'un pendu tranché et utilisé comme chandelle. En fait, ils enduisent la main coupée en cire et ils en font une chandelle qui a des propriétés de somnifères très, très, très puissants. On utilise aussi les crapauds comme médicinalement, disons. Il y a une jeune fille dans le film qui a mal à la gorge, donc on lui met un crapaud dans la bouche. C'est un film très, très, très intéressant, juste par rapport au culte. Juste à la façon qu'il démontre ce culte païen-là, c'est fascinant. C'est extraordinaire et c'est en quelque sorte pourquoi j'ai autant d'estime pour ce film-là et pourquoi j'aime autant en parler. Le film est tellement bien amené, il est tellement bien imprégné de ça, mais c'est quasiment étanche comment dans ce monde-là on considère les vieux dieux. Et on a aussi dans l'intrigue quelque chose de très intéressant par le fait que Sergeant Howie, le personnage principal, l'investigateur, est un dévot chrétien, est un homme avec une très, très grande religiosité. C'est un gars qui va à l'église, qui connaît ses sermons par cœur. Et c'est un gars qui croit énormément à la loi chrétienne. Donc, vous pouvez voir que immédiatement, on rentre un homme catholique, britannique, vraiment carré dans un monde où on enseigne les lois phalliques, on enseigne les symboles, on enseigne tout ça dans les écoles primaires. On a une très, très belle tension qui se crée chez le personnage. C'est superbe. Comment est-ce qu'ils ont réussi à travailler ça? Cette espèce de deux cultes-là. Génial. Qu'est-ce qu'on a de plus à dire à propos de Wicker Man? C'est un super bon suspense. C'est très, très bien ficelé. Mais autant que c'est unique, ça fait en sorte, autant que c'est difficile à approcher à cause que c'est un film unique, il y a aussi tellement de bon travail derrière que ça devient un film absolument fascinant. On dit souvent, on entend énormément que le film, il n'y a aucun film qui ressemble à ça. Moi, je suis amplement d'accord avec ce commentaire-là. Il n'y a pas de film qui ressemble à Wicker Man. C'est un unique. C'est une pièce unique qui ne se reproduira pas, malgré le fait que l'année passée, on a tenté de faire un remake. On en parlera tantôt, parce que le remake est un autre sujet que j'aime pas trop embarquer dedans, mais pour, disons, l'information, pour vous, chers auditeurs, je vais couvrir ça. Remake avec Nicolas Cage. Donc, qu'est-ce que c'est ce film-là, en fait? Les conditions aussi dans lesquelles ont été faits en 1973. Il y a beaucoup d'histoires autour du film. C'est une œuvre qui est très, très, très personnel pour les personnes qui ont travaillé dessus. Anthony Shaffer, Robin Hardy, le producteur, étant tous des hommes qui tenaient énormément à ce projet-là. Christopher Lee, qui est un acteur qui est popularisé comme étant l'homme qui a le plus joué Dracula de l'histoire du cinéma dans les films produits par Roger Corman de la Hammer, la compagnie The Hammer qui a produit une pléthore de films d'exploitation autour de Dracula. Christopher Lee qui aussi joue le méchant Saruman dans Lord of the Rings. On entend souvent, c'est un commentaire qui revient avec Wicker Man, c'est Christopher Lee n'a pas été payé pour le film tellement qu'il tenait à ça et considère que c'est un de ses meilleurs rôles, c'est une de ses meilleures interprétations. À entendre parler Christopher Lee par rapport au film, on voit qu'il y avait une passion pour le sujet, on voit qu'il y avait une passion pour les personnes avec qui il a travaillé. Ils sont tellement heureux d'avoir fait ça. Malheureusement, disons pour tout
pour tout effort positif qu'il y a eu dedans. Il y a eu un énorme problème pendant le film. En fait, il y en a eu 2. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 1972, le studio auquel le film était attaché a été vendu. Donc, il y a eu un énorme problème par rapport à ça. Ils ont vendu le film à un entrepreneur britannique qui s'appelait John Bentley. Ça a fait en sorte que le studio dans lequel le film était attaché, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand quelqu'un achète une compagnie de cinéma, de règle générale, il droppe les projets pour prouver que qu'est-ce que lui va faire va être meilleur que qu'est-ce que la personne qui était avant est capable d'accomplir. Pour prouver à tout le monde que le studio ne fermerait pas, on a embarqué immédiatement sur la production de 2 films. On a embarqué sur la production de The Wicker Man d'Anthony Shaffer et de Don't Look Now de Nicolas Roeg. Un autre film que j'ai déjà discuté durant l'antiquaire. Je trouve ça très intéressant quand j'ai entendu cette réplique-là. Quand j'ai entendu cette information-là, pardonnez-moi. Donc, 2 films qui ont été mis en production très rapide, 2 films complètement étranges, très, très, très difficiles à cerner, des films qui sont devenus des classiques cultes, mais qui, à la base, étaient pas mal un peu des ovnis considérant le panorama du cinéma, et pas des films super... En décrivant Wicker Man et Don't Look Now, c'est pas comme si on décrivait les comédies qui étaient faites par ce studio-là auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après la production du film, le studio a été une fois de plus acheté. Cette fois-ci, il a été acheté par British Lion. Qu'est-ce qui s'est passé avec British Lion? Ça, c'est une très, très difficile histoire à entendre quand on aime le film. Le président Michael Daly a décidé de tuer toute forme de distribution interne. Il a détesté le film. Il l'a détesté à un point que quand Christopher Lee s'est présenté devant lui, il a demandé puis comment tu trouves le film. Christopher Lee lui a répondu c'est bel et bien, c'est une superbe œuvre, j'adore le film, je le trouve génial. Et Michael Daly a fait c'est malheureux parce que moi c'est un des 10 pires films que j'ai vu de ma vie. Donc le propriétaire de British Lion, celui qui était devenu nouveau producteur, a décidé d'engager un nouveau monteur et il lui a donné comme mission de couper 20 minutes dans le film. Brutalement, c'est atroce, il a passé à travers le film et il en a fait qu'est-ce que Michael Daly voulait l'avoir. En coupant de 20 minutes, il a pu aussi couper 20 minutes de Don't Look Now. Ça a fait en sorte qu'il a pu le vendre internationalement comme un double feature, un double billing. Donc, achetez ce film, recevez-en un autre gratuit. Vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça l'a fait à la distribution du film et qu'est-ce que ça l'a fait aussi à l'équipage qui a été l'équipage du film qui a été complètement démoralisé par le fait que leur film ne serait jamais reconnu. Heureusement, c'est pas le cas, il est reconnu maintenant. Michael Daly, en fait, a vraiment fait une job terrible à un point aussi que une fois, et ça, c'est juste pour vous pratiquement imposer le fait qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé de diabolique autour du film, quand les studios ont été vendus. Ça, je la trouve pas mal grosse. Quand les studios de Michael Daly ont été revendus, on avait fait un échange. Les derniers négatifs du film avaient été mis dans une canne qui était une canne de défectuosité. Donc, on avait inversé dans la canne des bons négatifs, on avait mis les mauvais, et dans la canne des mauvais, on avait mis les bons. Et tous les mauvais négatifs vont dans un entrepôt. En fait, quand cet entrepôt-là a été vendu, elle a été immédiatement ordonnée à être détruite et ils ont construit le M3 British Railways dessus. Donc, il y a une autoroute qui a été construite sur les négatifs originaux de Wicker Man. Oui, bel et bien. Le Wicker Man original, dans son code intégral, se retrouve maintenant mélangé avec un asphalte et il y a au-dessus de 20 000 automobiles qui roulent dessus par jour. C'est en quelque sorte un des plus importants curses que vous pouvez mettre sur un film. C'est terrible. Par chance, dès que le film a été terminé, Anthony Shaffer et Robin Hardy avaient décidé d'envoyer un cut à Roger Corman, président de Hammer. Et c'est ce cut-là qui a servi à refaire le film en 1983. Donc le film, pendant 10 ans, est resté dans sa version coupée et purifiée et pratiquement ridicule de ce que Christopher Lee en dit. Mais elle a été retrouvée en 1983, elle a été restaurée par une compagnie et elle est maintenant disponible et accessible à tous. Et c'est pour ça que le coffret que l'on a de Wicker Man comporte 2 disques, la version théâtrale et la version longue, la extended version.
de tout ce qu'ils ont essayé de faire, en fait, ils n'ont jamais pu sauver une scène qui est une scène où Lord Summerisle, Christopher Lee, discute la nature divine de la pomme et comment la pomme fait partie de toute l'agriculture de l'île de Summerisle, et c'est pour ça qu'elle est sacrée. Cette scène-là reste encore mythique et on la verra éventuellement. À ce qui a trait du film, le film, pendant sa production aussi, se passe durant le solstice de printemps. Pas le solstice de printemps, durant les célébrations du printemps pour la nouvelle la nouvelle végétation, pour les nouveaux crops, pardonnez-moi, j'oublie le mot, je m'en souviens à cause du film. Donc, durant les célébrations de printemps, pour avoir des meilleurs... bon, je trouve pas le mot, on laisse faire. Donc, tout se passe durant le mois de mars, où est-ce qu'il y a la résurrection de la nature, et ainsi de suite. Malheureusement, le film a été tellement lancé en production rapidement qu'ils ont été obligés de tourner en octobre et en novembre. En octobre et en novembre, en Écosse, il fait très, 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 très froid. Tout était tourné à l'extérieur. 90% était tourné à l'extérieur, donc il fallait qu'ils mettent des manteaux entre les scènes. Les acteurs, il fallait qu'ils mettent des glaçons dans leur bouche pour pas que leur souffle paraisse à la caméra. C'était vraiment un gros travail pour les acteurs. Même que Anthony Shaffer raconte l'histoire... en fait, c'est Robin Hardy qui raconte l'histoire des 3 actrices. Durant la scène finale, il y a un moment où toutes les actrices sont à l'extérieur et quand ils ont crié « couper », ils ont apporté les manteaux aux actrices. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Britt Ekland a arraché le manteau et l'a mis immédiatement parce qu'elle avait froid. Diane Ciliento a pris le manteau et a dit merci, mais Ingrid Pitt a dit si les extras et toutes les personnes derrière moi n'ont pas le temps de prendre le manteau, moi non plus. Et Robin Hardy explique ça comme étant une métaphore qui décrit très très bien les femmes avec qui il avait à travailler et comment est-ce qu'il a pu voir ça, comment il a pu voir le comportement humain devant lui. Une dernière petite affaire aussi, en fait, Britt Ekland a dit que cette île-là était l'endroit le plus glauque et le plus plate qu'elle a vécu de sa vie. Elle a eu à s'excuser un an après parce qu'elle a passé des commentaires comme ça. Britt Ekland a aussi fait des commentaires à la ESPCA qui s'occupait des droits des animaux qui sont utilisés durant le film parce qu'il y a énormément d'animaux, considérant que c'est une île harmonieuse avec la nature et ainsi de suite. Elle a dénoncé le film en disant qu'il y avait des mauvais traitements qui ont été mis aux animaux et ainsi de suite. Immédiatement, quand ça s'est sorti, il y a du monde qui ont attaqué le film pendant sa production. Anthony Shaffer, un coup de génie, pas un coup de génie, mais a décidé d'écrire une lettre à toutes ces personnes-là en disant que non, il ne blesserait pas les animaux sauf ceux qui étaient cute et adorables. C'est eux autres qui allaient en manger toute une. Ça a fait en sorte que tout le monde s'est rendu compte un peu qu'on ne ferait jamais mal aux animaux et qu'ils respecteraient le tout. Le seul problème qu'il y a avec un animal, c'est un peu vers la scène finale où l'acteur Edward Woodward est dans le Wicker Man. Et il y a une chèvre à l'étage supérieur. La chèvre étant prise de panique à cause du feu, a eu très très peur et a uriné sur Edward Woodward durant la scène, ce qui fait en sorte que Edward Woodward est considéré sur le plateau de tournage comme étant un des acteurs avec la plus grande concentration parce qu'il était capable de travailler dans des conditions incroyables, comme travailler en jaquette en novembre en Écosse, pardonnez-moi, embarré dans un énorme homme de paille brûlant, étant prêt à être sacrifié au dieu du soleil. Vraiment, Edward Woodward a gagné, disons, sa petite place dans le temple de la renommée des acteurs, d'être capable de travailler dans des conditions pareilles. En fait, c'est vraiment qu'est-ce qui compose The Wicker Man qui fait que c'est un film si extraordinaire. Je vais parler très brièvement du remake parce que j'aime pas ça en parler, mais il faut que j'en parle. Un remake qui, malheureusement, a enlevé toute forme de réalisme au film. Vraiment, 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 je vous en prie, chers auditeurs, si vous allez écouter The Wicker Man, si ça vous intéresse, écoutez la version originale de 73, malgré que ce soit un vieux film. Mais si vous écoutez mon émission et vous trouvez que écouter un vieux film, c'est plate, vous êtes probablement à la mauvaise émission parce que je vais défendre ce vieux cinéma perdu pendant une autre 15 semaines. Vraiment, je ne peux pas plus vous encourager à aller voir The Wicker Man, qui est un grand film et il y a tellement de discussions qui en sortent sur la foi, sur la religion, sur la place que la religion a chez l'homme, sur le paganisme, sur le sacrifice. C'est vraiment, vraiment à écouter. Je termine mon émission en ayant parlé énormément, une fois de plus. Je termine mon émission en vous disant que maintenant que les cendres sont tombées,
The Wicker Man est considéré maintenant comme étant un des 100 plus importants films de l'histoire du cinéma britannique. Donc, il est en train de prendre sa place. On a énormément un fanariat monumental sur le culte autour du film. Et aussi, j'ai essayé d'en trouver une couple, mais c'est un peu plus difficile. Blur, des groupes comme Blur, des groupes comme Susie and the Banshees et des groupes comme Sneaker Pimps ont tous repris les thématiques de Wicker Man dans leurs chansons. Ils ont tous à peu près fait des chansons qui ressemblaient au film, qui utilisaient du sampling. Blur utilisait du sampling. Non, c'est pas Blur, c'est Pulp. Pardonnez-moi ce que je me trompe. C'est Pulp qui a réutilisé des samplings de Wicker Man. Et pour finir l'émission, je vous envoie avec la chanson How Do de Sneaker Pimps, qui est une reprise d'une des chansons traditionnelles chantée par Britt Eklund dans le film The Wicker Man, que j'espère que vous allez tous écouter et aimer énormément. Pour la semaine, ça sera terminé. La semaine prochaine, je vous reviens avec un autre film. Merci à tout le monde et bon cinéma à tous. On y va avec How Do. Sergeant.